à tous, c'est Mélie sans Mélo et on se retrouve aujourd'hui pour le bilan de la semaine à lire. Alors je devrais avoir l'habitude maintenant de vous dire que c'est un échec. Je n'ai pas réussi à lire les 4 livres que j'avais prévus pour ma semaine. Je vais en revanche vous présenter les 4. En fait, comme je l'avais dit, donc finalement je ne suis peut-être pas si loin de l'objectif que je m'étais fixé. Il fallait que je commence Les Puissants. Je l'ai bien commencé mais je l'ai terminé uniquement cet après-midi, donc juste avant de vous tourner cette vidéo, et nous sommes dimanche, donc bien loin de la fin de la semaine à lire. Mais je vais commencer par vous parler de Jack Abby de William Ritter, qui était donc le roman que je devais terminer. Il me restait, il me semble, 67 pages à lire, donc pas grand chose. Avant de vous parler de la fin, je vais quand même vous parler du début. On va suivre Abigail Rook, 17 ans, qui quitte sa famille parce qu'elle n'aspire pas à la vie de jeune fille de bonne famille que sa mère souhaite pour elle, ni à l'éducation que ses parents lui ont prévue. Donc elle quitte la maison familiale et part faire un tour de l'Europe pour aboutir finalement aux États-Unis. Elle rencontre Jack Abby pour la première fois dans une auberge et il l'observe avec un talent de déduction qui ne va pas sans faire penser à Sherlock Holmes, dont tout le monde parle déjà en Angleterre. Elle le retrouve juste un peu après lorsqu'il lui propose un emploi qui est celui d'assistante. Il est en fait détective mais sur les phénomènes surnaturels. Alors en tant que grande fan de Sherlock Holmes, je vais absolument pas vous dire que Jack Abby vaut Sherlock Holmes parce que de mon point de vue ce n'est pas possible. Mais c'était un détective très intéressant et je trouve que effectivement dans la façon dont l'auteur présente ses déductions, il y a des rapprochements avec Sherlock Holmes. J'ai beaucoup aimé la façon dont les phénomènes surnaturels, les créatures fantastiques sont introduites dans ce roman. C'est fait pas tout en douceur parce que du coup Abigail, qui n'y croyait pas du tout, pour elle ce sont juste des contes pour enfants, tombe là-dedans avec Jack Abby sans vraiment comprendre ni sans vraiment y croire. Et puis à un moment donné, elle ne peut plus ne pas y croire parce que son raisonnement et son caractère très terre à terre doivent faire face à des preuves matérielles de l'existence des créatures surnaturelles. Et là, elle est obligée d'y croire. On va la suivre en tant qu'assistante de Jack Abby tout au long d'une enquête pour le moins meurtrière, puisque nous sommes à la recherche d'une créature sanguinaire. L'enquête que l'on suit est très bien menée, j'ai bien aimé les indices qui sont laissés. Bon, comme je ne m'y connais pas en créatures surnaturelles, en particulier celles qui sont présentes là-dedans, clairement j'en ai découvert des nouvelles, je ne pouvais pas essayer de deviner quelle créature avait commis ces meurtres. J'avais bien une petite idée au début, mais bon en fait c'était pas du tout ça. Il y a pas mal d'actions, en particulier dans les 100 dernières pages. Alors 100 dernières pages, ça peut paraître beaucoup, mais ce roman en faisant 330, ça représente quand même un bon tiers du... Enfin ça représente à peu près un tiers du livre. J'ai trouvé le personnage de Jack Abby très attachant, ainsi que le fantôme qui habite chez lui, que j'ai bien aimé aussi. En revanche, Abigail Rook, j'ai un peu plus de mal. J'ai trouvé que c'était un personnage assez lisse. J'ai pas accroché. Alors ce n'est que mon avis pour le premier tome, peut-être que dans la suite elle prendra un peu plus d'ampleur. Mais sur celui-ci, je sais pas, je l'ai pas trop apprécié. En plus il y a une petite romance que j'ai, ouais voilà, qui m'a passablement, enfin pas agacée, mais que j'ai trouvé un peu surfaite, pas forcément intéressante. Donc bon. Cependant, la narration qui se fait à la première personne et de par la bouche de notre Abigail est très bien faite, j'ai bien aimé. Il y a plusieurs scènes cocasses et pas mal d'humour qui n'est pas trop lourd. Ça va, quelquefois c'est limite, mais la plupart du temps c'est pas trop lourd et j'ai beaucoup souri en le lisant. C'est une lecture jeunesse, on est sur 300 pages qui se lisent très très vite. C'était une bonne lecture et je le conseille. J'ai enchaîné ensuite sur un contemporain et il s'agit de Quand vient la vague de Manon Fargueton et Jean-Christophe Tixier, et ça faisait longtemps que je n'avais pas été autant émue par une lecture. C'est une lecture qui se fait en 2 temps, à 10 mois d'intervalle entre les deux présents si l'on peut dire. Dans le premier, on va suivre Nina 10 mois en avance qui découvre un secret qui la bouleverse et qui quitte la famille. Et on suit son frère donc 10 mois plus tard qui part à la recherche de sa sœur, sachant que 2 mois plus tard elle aura 18 ans, ce qui fera que si elle le souhaite, elle pourra, une fois qu'elle sera retrouvée par la police, ne plus jamais rentrer chez elle, ce qu'il veut absolument éviter. Ce sont 2 frères et sœurs, 2 personnages avec des caractères très différents et donc 2 façons extrêmement différentes de voir la vie et de réagir aux informations qui leur sont données. On va découvrir la même enquête mais sous 2 facettes, la suivre de 2 manières différentes et découvrir différents indices. J'ai trouvé ça très bien fait parce que
Finalement, le frère et la sœur ne remontent pas du tout les mêmes pistes et j'ai bien aimé avoir 2 pistes pour une même enquête. Ça c'était très très bien. On est plongé tout au long de ce roman dans un tourbillon d'émotions qui est très très bien exprimé. On va suivre la chute, la plongée de Nina qui découvre et remonte la piste de ce secret, qui vit avec et qui, ne sachant plus quoi faire, ne sachant plus comment vivre avec, décide de tout quitter. Et on va suivre à l'inverse l'éveil de Clément qui jusque-là vivait une petite vie tranquille et qui lui va comprendre, essayer de comprendre pourquoi sa sœur est partie, comment elle a réagi, pourquoi a-t-elle réagi ainsi. C'est la même angoisse, c'est la même colère qu'ils rencontrent tous les deux et ils réagissent de façon tellement différente, j'ai trouvé ça vraiment génial. J'ai beaucoup aimé Nina en fait, je pense que c'est celle des deux auxquelles je me suis le plus identifiée, auxquelles je me suis le plus attachée. Nina qui est une jeune fille très pragmatique, très organisée, qui court après la justice, qui ne supporte pas les mensonges, la trahison et qui se retrouve face à tout ça d'un coup et qui doit surmonter ça sur ses petites épaules alors qu'à côté elle doit préparer le bac, elle se préparait à une vie étudiante loin de sa famille. C'est pas évident et j'ai été très touchée de la façon dont elle essaye de surmonter tout ce qu'elle rencontre. Clément de son côté, j'ai eu plus de mal à le comprendre, peut-être parce que c'est un gars qui se laisse un peu porter, qui se laisse vivre, qui vit pour ce qu'il aime, qui vit pour sa passion et qui réfléchit beaucoup moins que sa sœur et se pose beaucoup moins de questions. Donc ça fait quand même plaisir de le voir se bouger un peu. Et la fin de ce roman est tellement belle. J'aurais aimé en savoir plus. J'aurais aimé savoir quelles seront les relations de Clément par la suite avec les protagonistes qui ont pris part à cette histoire et qui sont responsables de tout ça. Voilà, ça c'est le genre de choses que j'aurais aimé savoir. Mais on a juste ce qu'il faut pour conclure cette histoire en beauté, juste ce qu'il faut pour fermer la porte et se dire bon voilà, c'est fini, on a la réponse, on sait pourquoi. Ça m'a fait un peu le même effet que quand j'ai terminé l'héritage des rois passeurs. Je me suis tellement attachée aux personnages que j'aurais aimé les suivre beaucoup plus loin, vraiment beaucoup plus loin. C'est vraiment pile poil ce qu'il faut pour conclure, voilà, et pour laisser ce sentiment de frustration presque. Par rapport à ses responsabilités, il y a certains personnages qui sont vus de deux manières dans ce roman. Deux façons que j'ai trouvées très intéressantes, dont une qui semble la plus, la plus légitime, mais l'autre qu'il est important de considérer aussi. Alors je sais peut-être que comme ça fait pas beaucoup sens si vous m'écoutez et que vous n'avez pas lu ce livre, mais si vous l'avez lu, je pense que vous saurez de qui je parle et de pourquoi je trouve la seconde vision intéressante. Cela dit, je comprends beaucoup plus la vision de Nina que le reste. Ça faisait longtemps aussi, comme je vous le disais, que j'avais pas été autant émue par une lecture, que je n'avais pas pleuré en lisant. Effectivement, là ça fait quelques romans que je lis sans être autant touchée par les personnages. Je conseille ce roman. J'espère que je pourrai recroiser Manon Fargueton prochainement. Alors je ne sais pas quand j'aurai l'occasion de la recroiser. Mais voilà, si je la revois sur un salon ou si je rencontre un jour Jean-Christophe Tixier, j'espère pouvoir discuter avec eux un peu de ce roman, de ses personnages, de comment est née cette histoire. Je l'ai trouvée très belle et j'ai passé un très bon moment et je le conseille. C'est un livre que je voulais sortir de ma palle peu de temps après l'avoir acheté. Je l'ai acheté en février, nous sommes au mois de juillet, donc on peut dire que ça fait quand même longtemps. Il s'agit de Presque minuit de Anthony Hinault Combrexel. On va suivre 6 orphelins qui ont quitté leur orphelinat et qui survivent grâce à du vol en fait, en volant les passants et en montant des petites scénettes pour les prendre au piège. Et tout va commencer lorsqu'ils vont voler à la mauvaise personne une montre au pouvoir incroyable et cela va mener à découvrir un plan qui vise à la destruction de l'humanité. Une intrigue très intéressante donc et qui mêle magie et automates, c'était pile ce qu'il me fallait, moi qui aime et les automates et la magie, voilà, j'ai trouvé ça super bien fait. Une intrigue très chouette donc, mais très rapide. Alors je dis mais parce que pour moi ça induit un défaut qui est que je ne me suis pas attachée au personnage, vraiment très peu, et j'en ai discuté avec Mélo et c'est la même chose pour elle. En fait, tout va très vite, l'action va très vite, les bouleversements vont très vite,
Et finalement on n'a pas le temps de les voir apparaître ni disparaître, on peut pas s'attacher à eux en fait, on ne les connaît pas vraiment. Et j'ai trouvé ça un peu dommage, voilà. En plus, ils portent des noms assez... Enfin, ils se sont renommés pour ne pas porter les noms qu'ils portaient quand ils étaient à l'orphelinat. Et donc, nous suivons Moignon, Allumette, Bègue, Morveux... Non, Morve, pardon. Boiteux et Pleurs. Et du coup, pour les identifier, pour moi, alors je sais pas, hein, ça j'en ai pas parlé à Mélo, mais pour les identifier, parfois c'était super compliqué. Au cours de l'action, quand on est tellement pris par le truc et qu'on nous parle soudain du plus petit d'entre eux, eh ben, il faut réfléchir à qui est le plus petit d'entre eux quoi. J'ai vraiment eu beaucoup de mal avec ces personnages, alors je sais pas si c'est parce qu'ils sont 6 ou parce qu'ils portent des prénoms bizarres, mais voilà, j'ai eu du mal. C'est un monde extrêmement violent dans lequel ils sont, il y a beaucoup d'explosions, de meurtres, de combats, de sang, de violence. Mais les 6 orphelins sont tous solidaires, malins, astucieux et très débrouillards, ce qui va leur permettre de remonter les différentes pistes, de suivre cette enquête, et ça c'était vraiment génial. Ce que l'on peut dire c'est que l'auteur n'épargne pas ses personnages, les actions sont très rapides et ils se soldent souvent par quelques pertes. J'ai beaucoup aimé la méthode de narration qui est intrinsèquement liée en fait à une partie importante du roman qui est le voyage dans le temps et le paradoxe temporel, puisque c'est complètement intégré dans le récit en fait. Il y a des passages qui sont réécrits exactement les mêmes quand un personnage remonte dans le temps, et ça j'ai trouvé ça franchement bien trouvé comme idée. Donc j'ai passé un agréable moment lecture, c'est un one shot si j'ai bien compris, la fin est très bien, juste ce qu'il faut, alors pas aussi émouvante que quand vient la vague parce que bon bah celui-là est vraiment à part, mais vraiment juste ce qu'il faut pour conclure. J'ai trouvé ça très bien équilibré. Donc c'était une bonne lecture et je suis très contente de me l'être procurée. Je vais maintenant vous parler donc des Puissants, le deuxième tome de Vic James qui s'appelle Ego. Si vous n'avez pas lu le premier tome, je vous déconseille de regarder la suite de la vidéo parce que on sait jamais, au détour d'une phrase, au détour de mes pensées, il se pourrait que je spoil ce qui se passe dans le premier tome et ce serait dommage de vous gâcher la lecture. Après si vous n'avez pas l'intention de lire le premier tome, bah, vous pouvez passer au deuxième. Hein. Je me suis rendu compte que après un an, je sais pas pourquoi je dis je me suis rendu compte parce que c'était une évidence, j'ai oublié plein de trucs en fait. Heureusement, on retrouve nos héros presque à la minute près où on les a lâchés. Alors peut-être pas à la minute près en ce qui concerne la sœur Abigail qu'on retrouve quelques jours plus tard, mais par contre en ce qui concerne Luke, j'ai l'impression que c'était à la minute près on l'a retrouvé. Leur souvenir, leur mémoire est marquée par ce qui s'est passé juste avant, donc forcément on a un petit rappel pour le lecteur qui est pas trop mal introduit. La douceur de cette réintroduction dans ce monde est tout à fait à l'opposé de toute la violence que l'on rencontre dans ce roman, puisqu'on est en pleine insurrection, des esclaves qui essayent de faire valoir leurs droits et qui sont soutenus par quelques puissants égaux. Cependant, on se demande tout au long du roman quel va être le camp, si je puis dire, qui va remporter la victoire. C'est d'autant plus incertain que l'on se rend compte que les égaux sont bien plus puissants que ce que l'on pouvait croire et ce que eux-mêmes croyaient, et ils découvrent, certains en tout cas découvrent leur véritable nature et la véritable puissance de leurs dons. Tout commence notamment avec Silienne Jardine qui était déjà extrêmement puissant et qui là encore, mais son pouvoir explose, on ne sait pas quoi dire, comment son corps peut en contenir autant. Par contre il est toujours aussi incompréhensible ce mec là, j'arrive pas à saisir ses pensées, j'arrive pas à comprendre ce qu'il veut. J'ai l'impression qu'il y a toujours plus de questions. Dès que ce personnage apparaît, on se pose de nouvelles questions et on n'a jamais les réponses. Parmi ceux qui étaient assez détestables dans le premier tome, il y a Gavard Jardine, que je trouve finalement très touchant. Ce deuxième tome nous donne, alors pas un autre visage parce qu'on avait quand même commencé à le comprendre dans le premier tome, mais là je l'ai trouvé vraiment touchant, en particulier sur la fin. Je l'aime beaucoup et puis avec sa petite fille je le trouve... voilà, je me dis c'est un de ceux qui peut changer, c'est un de ceux qui peut porter l'espoir. Espoir qu'il manque vraiment puisque les esclaves perdent peu à peu tout leur soutien pour divers motifs. C'est extrêmement violent, il y a des scènes qui sont assez atroces, en particulier à la fin encore une fois. Donc c'est beaucoup plus sombre que ce que je me souvenais du tome 1, j'avais oublié à quel point c'était dur comme histoire, à quel point les mots, les descriptions étaient...
violente, encore une fois. La fin est explosive une nouvelle fois. Je me souviens par contre qu'effectivement le tome 1 ça avait démarré tout doucement pour mettre une fin super géniale. Et là, bim, on est de nouveau dans l'explosion sur cette fin. J'espère qu'il n'y a que 3 tomes, puisque du coup je n'aurai qu'un an à attendre avant d'avoir la véritable fin. J'ai beaucoup aimé, hein, d'ailleurs je l'ai pas dit mais je le dis là, j'ai vraiment beaucoup aimé ce deuxième tome, en particulier la fin, je répète le mot fin encore une fois. C'était une très bonne lecture, donc si vous avez aimé le tome 1, n'hésitez pas à vous lancer dans le tome 2, on reste sur la même lancée. Sauf que là je pense qu'il y a encore plus de secrets, de trahisons, de coups dans le dos que dans les premiers tomes. En particulier avec des nouveaux personnages, enfin pas vraiment des nouveaux personnages mais des personnages qui prennent plus d'importance et dont on découvre, enfin on découvre pas vraiment, dont on peut supposer les ambitions. Donc une lecture pleine de violence et de mystère qui m'a beaucoup plu et que je conseille à tous les lecteurs du premier tome. Donc avec les 60 dernières pages de Jacabi, les 267 pages de Quand vient la vague, les 345 pages de Presque minuit et les 69 premières pages des Puissants, j'ai lu en tout 748 pages, c'est moins que 1000. Je sais, en fait plus ça va, plus je me demande comment on fait pour réussir un week-end à 1000. Ça me paraît énorme quoi, en une semaine seulement 748 pages quoi. Alors que faut faire 1000 en 2 jours. Bref, bon, petite réflexion au passage. J'espère que vous avez passé une très belle semaine et que vous êtes parvenus au bout de votre challenge. Si vous avez lu certains des romans dont je vous ai parlé, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite à toutes et à tous de très très belles lectures et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.